Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Le projet de budget élaboré par le gouvernement prévoit une ponction, dit le gouvernement, de 4,6 milliards sur le budget des collectivités. Selon l'AMF, c'est plutôt plus de 7 milliards. Est-ce que le Sénat va réussir à faire baisser cette ponction? Et plus généralement, estimez-vous juste que les collectivités soient mises à contribution pour diminuer un déficit dont elles ne sont pas responsables? D'abord, se dire que notre pays est dans une situation financière difficile et que chacun doit contribuer à retrouver les chemins d'un retour progressif à l'équilibre budgétaire. C'est aussi l'engagement européen que nous avons pris. Nous sommes maintenant les derniers en Europe en matière de déficit. Et naturellement, le responsable numéro 1 de la dette s'appelle l'État. Et c'est sur l'État qu'il faut faire porter l'essentiel des mesures de réduction de la dépense publique qui est indispensable. En même temps, les collectivités territoriales, qui sont un élément public, me paraissent devoir y contribuer. Mais 7 milliards selon les chiffres, 4,7 milliards selon d'autres chiffres qui proviennent du gouvernement, la réponse est non. La réponse est non, pourquoi? Pas simplement pour faire plaisir à mes collègues maires. Je n'ai pas oublié que j'ai été maire. Pas pour faire plaisir aux présidents de conseils départementaux ou aux présidents de région. Mais parce que commune, interco, département, région, c'est 70% de l'investissement public dans ce pays. Et que donc, l'effet récessif serait tel sur l'économie, mais aussi sur les citoyens et sur la proximité. Voilà pourquoi au Sénat, on a dit 2 milliards, mais pas plus. Et là, nous avons eu hier la réunion de la commission des finances. Et le rapporteur général a fait un certain nombre de propositions. Parmi celles-là, je veux en citer 3. Il était prévu pour le gouvernement un effort de plus de 1,6 milliard pesant sur les collectivités territoriales. Je reprends les chiffres du gouvernement. Hier, on est à moins de 500 millions en sortant de la commission. Le Dilico, ça parlera aux maires, là. Hein, je suis devant Maire Info, ça va vous leur parler comme prélèvement. Il n'y en aura plus pour les communes. Le retour du fonds de compensation de la TVA, qui avait été limité aux seuls investissements, ils vont le retrouver pour le fonctionnement. Et les fonds de dotation provenant de l'État, vous savez, la DETR, la DSIL, le fonds vert, eh bien, le gouvernement avait eu l'idée de les fusionner dans un fonds d'investissement territorial. Au début, cette idée pouvait séduire. Puis finalement, nos collègues, dans leur diversité politique, ont dit, mais attention, ça fait disparaître l'équipement des territoires ruraux. Et donc le principe de ruralité, et j'allais dire, on a conservé hier ce principe-là. D'autres mesures, notamment la réduction de la compensation sur l'exonération sur les locaux industriels, tout ceci, vous le retrouverez en fait. Il y a un deuxième élément, c'est le thème du Congrès, il faut retrouver la liberté d'agir. C'est le rapport qu'on a rendu le 31 octobre dernier au Premier ministre. Justement, le Premier ministre veut déposer un projet de loi de décentralisation. Selon vous, quels doivent en être les grands contours? Quelles sont les lignes rouges? Est-ce que tout le monde dit pas de nouveau Big Bang, mais assurer une véritable libre administration des collectivités? J'imagine que vous partagez ce point de vue. Nous avons déjà beaucoup de rapports sur étagère. Je vais prendre celui du Sénat, 2020, Babockel. 2023, Françoise Gatel. Aujourd'hui ministre, François-Noël Buffet, Mathieu Darnaud. 15 propositions pour retrouver le pouvoir d'agir. C'était d'ailleurs vous vous souvenez, c'était le thème du Congrès à l'époque. Et il y a eu 2 rapports intéressants, Éric Woerth, Boris Ravignon. On a tout sur étagère. Alors on dit au Premier ministre, oui, mais très vite avant la fin du premier semestre, un texte simple, donc pas de Big Bang. On ne va pas se remettre à débattre, faut-il un conseiller territorial? Retrouver la confiance dans les relations entre l'État, les communes et les intercos. Redonner le pouvoir d'urbanisme aux maires, pouvoir réel, diminuer le nombre d'agences, retrouver une part de liberté fiscale, donc financière. Vous savez, on n'a pas fini de mesurer les conséquences de la décision irrationnelle de la suppression de la taxe d'habitation. Voilà des sujets sur lesquels nous pensons très concrètement et nous avons envoyé cette proposition le 31 octobre au Premier ministre.
Alors, deux dernières questions plus rapides. La loi sur la réforme du mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants, elle va entrer en application dès les prochaines municipales. Quel regard portez-vous sur ce texte et comment rassurer certains maires qui craignent que cela rende la constitution de leur liste Ce texte plus est devenu difficile? la loi de la République, il va donc être appliqué. Par contre, le Sénat y a apporté des souplesses. Et parfois, je l'ai vu, puisque nous rencontrons beaucoup de maires au Sénat depuis le début de la semaine. J'en rencontre dans les congrès départementaux. Certains n'ont pas encore mesuré les souplesses que le Sénat avait apportées. D'abord, je le rappelle, pour faire simple, le maire ne compte pas dans la parité. J'allais dire, il est comme l'archange Gabriel, super genre. Parité, possibilité de liste incomplète si on n'arrive pas, je pense à des communes dans des situations particulières ou des communes modestes. Donc on peut faire plus 2 ou moins 2 pour composer la liste. La parité s'implique bien entendu pour les adjoints, mais au cours de mandat, si un adjoint venait à devoir cesser, le remplacement n'aurait pas à obéir, pour éviter les tensions internes ou prendre en compte les réalités, n'aurait pas à tenir compte de la parité jusqu'à la fin du mandat. Voilà. Donc une lecture simplifiée par le Sénat, un usage, et il va falloir accompagner un certain nombre de collègues pour préparer les municipales. Dernière question sur la réforme du mode de scrutin Paris-Lyon-Marseille, la loi PLM. Le gouvernement a choisi de passer en force alors que le Sénat était vent debout contre ce texte. Oui. Comment jugez-vous cette attitude ? Il est passé en force, on en a pris acte, c'est devenu la loi. Simplement, vous savez, modifier les modes de scrutin moins d'un an avant une élection, il y avait pourtant un engagement, mais je sais que parfois les gouvernements piétinent les engagements qui ont été pris par les prédécesseurs. On a besoin de stabilité. Et donc, ce que je juge, c'est que ça a été un coup de force, c'est devenu la loi, on va l'appliquer, et nous verrons dans ces communes comment les choses se passent. J'ai une inquiétude, 3 scrutins à Lyon, comment on va décoder tout cela? On n'a pas résolu la relation entre les maires d'arrondissement et le maire de la commune. Il y a beaucoup de sujets qui ont été laissés en jachère. Il faudra sans doute qu'on parachève cette réforme pour la rendre utilisable. Merci beaucoup Gérard Larcher, merci à vous.